Salut à tous, on se retrouve pour une présentation du jeu The Shared Dream, donc le rêve partagé en français, chez Odam Publishing, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, et vous allez voir qu'on peut y jouer très bien en solo, et qu'il y a même une extension, qui est ici, qui s'appelle The Crooks Collection, qui est dédiée au solo, à savoir que on va pouvoir prendre un personnage de la boîte de base, et vivre une aventure qui lui est propre. Donc je reviendrai dessus parce que je vais vous présenter les règles avec la boîte de base et je ferai une partie avec un des scénarios de la boîte The Crooks Collection. Alors, The Shared Dream, qu'est-ce que c'est? En fait, on va se retrouver dans une sorte d'univers à la Persona 5 pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Ou Shin Megami Tensei, je crois aussi, dont Persona 5 et la suite. Logique. Donc en fait, c'est quoi? On va prendre des personnes qui font des rêves, ou plutôt des cauchemars même, sur des entités maléfiques. Et ces cauchemars s'avèrent finalement un peu réels, à savoir qu'il y a des traces de ces cauchemars dans la réalité. C'est un peu un mix, un croisement entre la réalité et les cauchemars. Et donc, elles vont lutter contre une entité maléfique. À chaque scénario, ce sera une entité maléfique différente. Et elles vont devoir lutter contre elle. Dans The Shared Dream, donc il y a un univers complet qui existe il y a un jeu de rôle qui existe sur le même univers. Et le jeu de plateau est sorti après. Je crois qu'ils en parlent dans le livre de règles d'ailleurs. Je sors la boîte. Et il me semble qu'ici, voilà, ici on a marqué, voilà, le RPG qui a tout commencé. Qui s'appelle Of Dreams and Magic, donc des rêves et de magie. Un monde fantastique ensuite, et après ici on a les extensions du jeu The Shared Dream, donc le jeu de plateau. Alors ce jeu, donc le pitch, ça va être sur un scénario. Pour chaque scénario, on va avoir une sorte d'entité maléfique à combattre, un ennemi principal, et cet ennemi et les rêves et les cauchemars que l'on fait vont intervenir également dans la ville dans laquelle on se trouve. La ville va être représentée par des tuiles, donc je vais sortir un peu le matériel et vous le présenter au fur et à mesure. Donc grosso modo, on va circuler dans la ville. Chaque personnage va avoir un scénario à réaliser. Et donc ça va créer comme ça de l'interaction, des nécessités de se déplacer dans la ville. Il va y avoir aussi des risques d'avoir des ombres dans la ville qui apparaissent, ou des reavers qui sont des ombres un peu plus maléfiques. Qui vont venir évidemment nous attaquer. Ils vont attaquer les rêveurs et nous empêcher finalement d'atteindre notre but qui est d'éliminer l'entité maléfique à la fin. Donc je vais déballer et vous présenter le matériel. Ici j'ai un sac tout noir, je ne sais même pas si le sac était présent dans la boîte, mais dedans j'ai en fait des standees pour les ombres. Donc une ombre c'est ça. Une ombre, voilà, vous avez vraiment une ombre, c'est pas recto verso. Vous avez vraiment une ombre ici. Vous avez une petite roue sur laquelle en fait on va indiquer sa force de combat et ses points de vie. Donc si l'ombre a 4 à cet endroit-là en haut, ça veut dire qu'il a 4 points de vie et 4 en force de combat. Donc évidemment quand on le blesse, on va descendre. Si on le fait tomber à 3, il aura moins de force de combat également. Ensuite, juste en dessous, on aura le dégât qu'il fait s'il réussit une attaque, et sa capacité à se déplacer donc d'un nombre de quartiers dans la ville. Donc c'est mis dans un sac, pourquoi? Parce que quand elles vont arriver, les ombres, on va les tirer au hasard dans un sac. Et c'est pas la seule chose qu'on fera avec les ombres au niveau de leur puissance, vous allez voir. Dans la boîte, alors vous allez voir, c'est assez particulier comme jeu. Pour chaque scénario, vous avez du matériel différent. Alors pas sur tout, c'est pas complètement du matériel différent, mais vous allez avoir des polices de caractères différentes, des styles différents, et parfois du matériel dédié au scénario, qui ne sera pas dans un autre scénario. Donc ici, par exemple, ça c'est un des scénarios qui est le clown tueur, Killer Clown. Je ne l'ai pas joué celui-là, je ne vais pas vous dire comment cela fonctionne, mais vous voyez que c'est un style comme ça. Alors du coup, ça rend la boîte pas du tout uniforme en termes de matériel. On va avoir donc ce genre d'illustration. Et les autres scénarios sont un petit peu... Alors les autres scénarios, sinon, sont présentés dans le livre qui est ici, suite aux règles. Alors, gros point difficile du jeu, les règles ne sont pas compliquées, mais elles sont mal expliquées,
elles sont mal expliquées. Elles sont mal mises en page, je trouve. Parce que je pense qu'on a vraiment les informations pour tout. Alors, parfois, ça manque un peu de précision, mais c'est pas catastrophique, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de jouer. Je suis pas allé trop souvent sur BGG, je crois 1 ou 2 fois. Et je crois que tout est expliqué, mais la mise en page est spéciale. C'est assez spécial. Mais une fois qu'on a les quelques règles, oui, ça marche tout seul, hein, quand même. Sauf qu'évidemment, à chaque fois, vu qu'on s'est basé sur des scénarios, donc les règles, elles s'arrêtent ici. Voilà, les règles, elles s'arrêtent ici. Il n'y a pas trop de pages de règles. Et ensuite, vous avez les différents scénarios. Donc il y a Beast at the Door, la bête sur le seuil. Et rien qu'ici, dans l'explication des scénarios, alors vous voyez qu'il n'y a pas la mise en page, elle est très légère, hein, c'est un titre du texte, les différents points pour la mise en place et l'explication du scénario. Mais vous voyez que la fonte, je sais pas si on le voit bien, la fonte des titres de scénario est différente. Alors que bon, on aurait très bien pu avoir la même chose, mais ça va dépendre du thème du scénario. Je crois que c'est tout ici. Je crois que je m'en crois. Voilà. Ah non, après c'est non-player caractère. Donc un peu de background. Et déjà une FAQ en fin de livret. Donc, et d'ailleurs, on vous présente donc le matériel de toute la boîte de base, plus ici, après, pour chaque scénario, ce qu'on utilise pour le scénario. Donc voilà, pour celui-là, on va utiliser ce genre de cartes. On a 2 cartes spécifiques, un ennemi spécifique ici. Les cartes épilogue et les cartes Personal Reflection, qui sont les histoires personnelles de chaque personnage qui vont jouer. Pour le clown ici, Killer Clown, vous voyez qu'on a des cartes qui ont un dos différent. Donc un ennemi différent ici. Vous avez également des... ça, c'est les histoires personnelles. Et vous avez des cartes d'épilogue aussi à chaque fois, qui vous indiquent la fin de l'histoire. Explosive Nightlife Components. Donc vous voyez que vous avez une sorte de compteur de bombes, des cartes différentes, des tokens spécifiques au scénario, et ce sera ça pour chaque scénario. Donc finalement, vous aurez des règles principales à connaître, et ensuite les règles spécifiques au scénario. Donc ici, on a des cartes panique, par exemple, Alien Technology. Donc ça fait c'est spécial, c'est-à-dire que ça donne une impression où c'est un peu bric-à-brac. Moi, je trouve que ça se respecte, parce que c'est quand même du boulot de dire on va faire des dos différentes cartes, des cartes qui vont être que pour un scénario. C'est un peu comme si on faisait un mini-jeu à chaque nouveau scénario, et c'est quand même pas mal, et je trouve que ça, si c'est pour respecter le thème, on peut pas critiquer. Après, ça donne une faible impression d'homogénéité dans le livre de règles ou dans les composants, forcément. Mais c'est volontaire, c'est pas parce qu'ils ont eu des artistes différents ou que ça a été fait à différents moments. Alors ici, on a... Donc ça, ce sont des jetons spécifiques qui vont dépendre des scénarios, donc je vais pas vous les présenter. Alors on a des jetons de doute. Le doute, c'est un peu ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est un peu comme la force, le doute entre la réalité et le cauchemar. Ici, vous avez des jetons recto verso qui sont très importants. Vous avez la conviction, et de l'autre côté, nightmare, donc cauchemar. Parce que les personnages, je vais vous montrer une fiche de personnage juste après. Je vais même le faire tout de suite. Les personnages viennent en deux moitiés. Un personnage, c'est 2 moitiés. C'est un anima et un animus. Donc l'anima, c'est la personne dans le monde réel. Donc ici, j'ai pris Ryder Strassmoor, un journaliste hanté. Donc il y a son petit background ici, très petit, hein. Et son animus, qui est en fait on va dire, sa représentation dans les rêves, dans ses cauchemars, enfin dans le monde des rêves. Et en fait, dans le jeu The Shared Dream, on va pouvoir faire arriver son animus, donc son personnage de rêve, dans la réalité pour combattre les engeances. Donc on a l'image de chaque côté, mais de l'autre côté, on va se retrouver avec une fiche de personnage, avec le côté anima, le côté animus, avec à chaque fois les mêmes caractéristiques, ou presque, donc une valeur de combat, de dégâts, de magie, de niveau social, donc c'est pour les relations, et de déplacement. Donc ça c'est pour l'anima, donc le côté dans le monde réel, et ici le personnage de type rêve, qui a des valeurs de combat également. Elles peuvent être plus fortes ou moins, ça va dépendre des personnages. Ici, on va retrouver également les blessures pour l'anima et les blessures pour l'animus. Ça veut dire que quand vous êtes dans un état ou dans l'autre, vous ne prenez pas les blessures au même endroit et elles n'ont pas les mêmes conséquences.
Ici, bah, justement, on va retrouver la ligne pour la conviction, la ligne pour les cauchemars, donc nightmare. Et ces emplacements vont se remplir à chaque tour de jeu. On va gagner en conviction et en nightmare. Et le truc sympa, c'est que pour faire arriver votre personnage du monde des rêves, donc pour faire arriver l'animus dans le plan réel, on va dépenser de la conviction, et j'utilise le terme dépenser. Il est important, quand on dépense de la conviction, ça se transforme en cauchemar. Et évidemment, ici, j'ai 3 niveaux d'animus. Plus je vais vouloir atteindre un haut niveau, plus il va falloir que je dépense de conviction. Donc déjà, il faudrait que j'ai de la conviction à dépenser, mais en plus, celle-ci va se transformer en cauchemar. Et évidemment, le niveau de cauchemar va avoir un impact sur le jeu, à savoir qu'à chaque tour, vous avez une sorte de test du niveau de cauchemar que vous avez, qui potentiellement va pouvoir faire apparaître des ombres sur le plateau. Donc vous voyez que c'est un choix à faire entre la possibilité d'avoir un animus qui sera plus puissant avec des capacités spéciales, qui sont représentées par 3 niveaux ici, et le fait que ça vous donne la chance, enfin une probabilité plus importante de faire arriver des ennemis sur le plateau. Ici, vous avez le doute. Alors le doute, à quoi ça sert? C'est une sorte de comptage de la vie. Un petit peu à savoir qu'en fait, quand votre anima, donc votre personne dans le monde réel, enfin, je dis dans le monde réel, mais la véritable personne prend le nombre de blessures qui est indiqué ici, donc là par exemple 3, à ce moment-là on gagne un jeton de doute. On est sur le côté, on est par terre, on ne peut plus être visé. Au tour suivant, donc on prend le jeton de doute, on retire les blessures. Si jamais vous avez un deuxième jeton de doute, le personnage est éliminé par contre. Concernant l'animus, quand il prend des blessures, la seule chose que ça fait quand il prend les 3 blessures ici, c'est qu'en fait il va disparaître. Votre anima prend une blessure, et par contre votre anima est toujours vivant dans le monde réel. Donc l'animus ne disparaît jamais, mais par contre votre anima déguste à chaque fois. Donc voilà comment sont gérés les personnages dans le jeu. Donc chaque joueur a un personnage, et quand on joue en solo, on peut en gérer autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de matériel à gérer. Donc il y a quand même beaucoup de personnages dans le jeu de base. Alors je sais pas si j'ai le jeu de base et déjà les extensions qui sont intégrées, mais c'est possible. Vous avez quand même un gros choix de personnages. Et parfois, c'est assez sympa au niveau du... Donc ça, c'est l'anima et l'animus. Donc vous voyez que ça peut être un flic. Alors parfois, il y en a un, c'est un truc sympa. C'est lui, par exemple, un professeur qui, dans le monde des rêves, devient une sorte de super-héros. En termes de matériel, donc vous avez ces cartes-là. Et pour chaque personnage, vous allez retrouver alors des standees pour l'anima. Donc l'anima sera un standee avec le personnage. Et pour l'animus, vous allez avoir des figurines par contre. Donc voilà, une sorte de Solomon Kane d'ailleurs, un petit peu. Donc ils sont assez sympas, il y en a des sympas et d'autres un peu moins sympas. Bah tiens, le super-héros qu'on a vu juste avant, il est là. Voilà, donc l'intérêt de la figurine, alors vous voyez déjà là aussi au niveau de la représentation, ça nous fait 2 mondes différents, un côté carton, un côté figurine, mais c'est pratique à voir sur le plateau, pour voir sur le plateau qui est-ce qui est avec sa forme d'animus ou pas. Et puis ça permet de se repérer aussi sur le côté de la carte de personnage à prendre en compte. Donc je suppose que c'est un parti pris hein, pour le gameplay. Donc l'animus, lui, il restera en jeu par contre qu'un seul tour. C'est-à-dire qu'à la fin, les phases de tour de jeu se déroulent en journée. Et après la nuit, vous avez la phase du doute et de l'ennemi. Et le lendemain, vous vous réveillez après une nuit d'avoir rêvé ou fait des cauchemars. Et cette nuit aura eu un impact sur vous à chaque fois. L'animus va disparaître en tout début de journée à chaque fois. Dès que vous serez en forme d'animus, le lendemain matin, vous allez vous réveiller dans votre forme normale. Donc ça, c'est les fiches de personnages, quelques composants. Ici, on va mettre les ombres sur les trucs noirs, les héros sur les trucs blancs. Voilà. Ici, vous avez des Reavers. Les Reavers, en fait, tout à l'heure, on a vu les ombres, c'est des formes un peu plus évoluées. Alors ici, c'est les boss, il y a le clown, notamment, d'ailleurs. C'est les boss, les némésis des scénarios. Ici, on a le clown. Quand il débarque dans le jeu.
Donc les ombres, potentiellement, peuvent devenir plus fortes et se transformer en Reaver. Alors les Reaver, je sais pas s'il y a une traduction, je la connais pas. Donc ici, on a un exemple. Bah, c'est des ombres qui sont plus fortes, qui ont une fiche particulière, et qui utilisent souvent la magie noire pour combattre. Celles-là, elles sont pas impressionnantes. On a ceux-là. Voilà. Là, on a vraiment une impression de danger. Alors, pourquoi elles peuvent être plus fortes et comment ça se déroule? Eh bien, je le répéterai sûrement pendant la phase de jeu, mais potentiellement, quand vous... chaque tour, on fait un jet de test de cauchemar. Si ce jet est raté, on va perdre tous les pions de cauchemar. Par contre, on fait apparaître une ombre. Voilà, on fait apparaître une ombre tirée au hasard. Et cette ombre, elle va augmenter sa force d'autant de points de cauchemar qu'on avait au moment où on a raté le test. Donc si j'avais 4 points de cauchemar, ben, je prends l'ombre et je la décale de 1, 2, 3, 4, et elle arrive avec une force de 5. Si jamais l'ombre avait commencé au niveau 3, donc elle commence sur le niveau qui est entouré comme ça, mais si elle avait commencé sur le niveau 3, et que je faisais 1, 2, 3, 4, à ce moment-là j'ai un R, et le R c'est pour Reaver. Et les Reaver, on a des cartes exprès pour ça, qui vous représentent du coup les figurines que je vous ai fait voir ici. Donc là c'est les Violence Reaver, mais vous avez voilà, Torment Reaver. Donc là il y a une carte avec ses points de vie, ses capacités de combat, les capacités spéciales, et la façon dont il attaque. Donc ça sont les types de cartes Reaver dont on sert quand on a un Reaver qui apparaît dans le jeu. Ici, c'est la carte de combat de la bête, c'est le premier scénario de la boîte de base. Et d'ailleurs, vous avez ici, il y a les minions de combat, donc qui sont pour un des scénarios. Hein. Dans le premier scénario, il n'y a pas ce genre de cartes, on les utilise qu'après. Ici, on a... Je vais prendre des cartes, il y en a plusieurs. Justement, pour les scénarios. Donc voilà, une carte qui va servir de scénario pour un des personnages, pour un scénario prévu. Donc le nom du scénario que l'on fait, il est marqué ici, Beast at the Door par exemple, Personal Reflection. Là, il est marqué Hospital. En fait, on cherche la carte. Alors, où il est marqué Start dessus. Et en plus, ici, de ce côté-là, vous avez l'histoire. Donc, il y en a 4 par scénario. Donc là, c'est Impact Statement. Voilà, donc il y a un certain nombre de cartes qui vont l'avoir. Après, j'ai Roots of Evil. Donc par exemple, si je fais un scénario avec 2 personnages, je vais prendre 2 histoires parmi les 4, les donner à un personnage, et ils commenceront leur histoire personnelle, avec la carte Start, avec ce petit texte-là, qui fait suite à l'histoire du scénario principal. Donc voilà, chaque personnage va avoir un petit texte comme ça, pour dire, voilà ce qui s'est passé pendant la nuit, on a rêvé de quelque chose, d'une bête, là c'était une bête, pour ce scénario-là c'est une bête particulière, une sorte de gros chien, mais qui est plus fort qu'un chien. Et finalement, au long de ces cartes-là, à chaque fois, à la fin d'une carte, on va dire, prochaine étape, on se rend dans ce lieu qui est marqué ici, là il y a marqué High School, et ici il y a marqué Downtown, c'est l'endroit où on commence. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est à High School, je dois m'y rendre, et faire une action sur place pour... finalement, retourner la carte High School. Sachant que je ne peux faire cette action-là qu'une fois par tour, on va voir ensuite dans le tour de jeu. Donc ça va être pour chaque personnage, une petite histoire à suivre, qui n'est pas attachée au personnage, mais qui est attachée au scénario. Donc, si on refait 2 fois le même scénario, on peut changer d'histoire, il y en a 4 différentes pour chaque scénario. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, les cubes noirs, ce sont les cubes de... comment on appelle ça? Taint. C'est la corruption, quelque part. Donc la corruption des ombres sur le plateau. La corruption, elle arrive dans 3 points, enfin selon le scénario, elle va arriver dans certains lieux. Donc c'est ce qu'on appelle des locations. Alors, une tuile avec une location, c'est une tuile comme ça. Une tuile de ville avec un lieu.
donc ici les docs, et un petit texte qui donne une action qu'on peut faire sur ce lieu. Sinon, vous avez aussi des cartes de ville, mais qui n'ont pas de lieu. Donc là, c'est une carte avec un stop, c'est-à-dire que le mouvement s'arrête, mais vous avez des cartes comme ça, qui sont des croisements tout simples, avec les flèches vertes qui vont nous indiquer dans quel sens on peut passer sur cette tuile. Donc les cubes noirs, qui sont donc la corruption un peu, et la présence des ombres, ils vont se placer sur certains lieux, en fonction du scénario et en fonction des événements dans la partie. Et d'ailleurs, alors je sais plus si c'est lié au scénario 1 ou pas, mais normalement, non, je crois que c'est dans les règles globales. À partir du moment où vous placez, vous avez déjà 5 cubes noirs dans un lieu, et qu'on doit en placer un 6e, à ce moment-là, on les retire tous sauf un, et on fait apparaître une ombre. C'est une façon, c'est l'une des façons par laquelle peuvent arriver les ombres. Ici, j'ai du cube jaune, c'est les cubes qui servent à faire des actions. J'ai les dés. Ah, les dés sont importants, parce que les dés, je vais vous expliquer comment on fait un test dans le jeu. Et j'ai également les jetons de doute que l'on affecte à un personnage quand son anima a pris autant de blessures qu'il pouvait. Donc les dés, ils ont une utilisation particulière dans le jeu. Je vais le faire là-dessus. Quand vous faites un test dans le jeu, je vais prendre la fiche de personnage de quelqu'un. Je vais faire un test, par exemple un test social. Donc test social quand je suis en forme d'anima, c'est la même chose ici en animus, mais je prends un test social. J'ai 3 en test social. Je lance 2 dés, un dé rouge, un dé bleu, toujours. D'accord, c'est la couleur a de l'importance. Je les lance. Je soustrais le dé rouge au dé bleu. Donc là j'ai 5 en bleu, 3 en rouge, ça fait 5 moins 3 égale 2, et j'ajoute à la compétence que j'ai sur ma fiche de personnage. Ça veut dire que là j'aurai 2 plus 3, 5, donc j'ai un résultat de test qui est à 5. Alors selon ce que je devrais faire comme test, ce sera suffisant ou non. Parfois on me demandera d'atteindre un niveau de test pour réussir une action, parfois en fonction du test, du niveau qu'on aura obtenu, ça aura un effet différent. Donc plus il sera fort, plus il sera réussi. Mais voilà la façon dont ça va se dérouler. Et à chaque fois, pour un combat, ce sera pareil. On fera cette différence entre le dé bleu et le dé rouge. Et on l'ajoutera à notre compétence. Donc s'il se passe l'inverse, je ne sais pas s'il y aura un cas, bon, admettons qu'on fasse 3 et 1. Là, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2, et si je devais l'enlever à ma caractéristique sociale, ça ferait un seul, 1. Donc j'aurai un test social à 1. Voilà comment ça va se passer. Donc voilà comment fonctionnent les dés dans le jeu. Ensuite, j'ai les cubes rouges et les cubes blancs. Les cubes blancs vont être selon les scénarios pour indiquer des dégâts sur certains ennemis. Et les dés rouges pour indiquer les blessures sur votre anima ou animus et sur les ennemis comme les rivers et l'ennemi principal. Par exemple, l'ennemi principal, sa carte de combat, c'est celle-là. Et on nous indique ici que quand je fais des dégâts, pour ce scénario-là, hein, c'est valable, je mets des cubes rouges ici, ou des cubes blancs d'ailleurs. Moi, c'est les cubes blancs. Dès que c'est rempli, bah, je mets un cube rouge ici. Et donc, ça veut dire que ça se vide. Il faut que je fasse à nouveau 5 dégâts pour mettre un cube rouge ici, 5 dégâts pour mettre un nouveau, et ainsi de suite. Donc, ce sera la manière de détruire cette bestiole-là. Mais, encore une fois, c'est particulier au scénario. Sur un autre scénario, je vais peut-être avoir une autre façon de faire et de combattre. Pour l'ennemi principal. Hein. Après, le combat, les tests de combat se font de la même façon. Je n'ai pas fait voir quelque chose. Ah oui, différentes choses. Ensuite, ici, je vais tirer ça. Je reviens sur ma boîte. Ici, on a les cartes de capacité spéciale des personnages. Donc pour les animus, donc on a vu quand on passe sur un animus, quand on se transforme, quand on fait arriver l'animus, on a différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui correspondent à une dépense de 1 conviction, 2 convictions, 3 convictions, et leur conversion en cauchemar. Avec le niveau, vous avez 2 choses qui arrivent sur un animus. Vous avez ici des capacités passives, donc 1, 2, 3, et en plus des cartes de compétences. Donc là, j'ai pas pris celle qui correspondait forcément à lui, je vais les prendre, ce sera plus simple. Donc pour chaque personnage, hein, pour chaque animus, vous avez
les 3 cartes qui correspondent au niveau. Voilà, elles sont là. Il y a le dessin qui est représenté dessus. C'est plus facile. Donc les 3, il y a marqué leur niveau dessus. Rang 1, rang 2 et rang 3. Quand on obtient le niveau d'un animus, on a un petit marqueur, une petite étoile qu'on place sur le niveau qu'on a invoqué finalement, et qui va nous indiquer, j'arrive à prendre mes pions dans le sac, c'est pas mieux, qui va nous dire, bah, je suis en niveau 1 de mon animus, je sais pas si vous voulez, je suis en niveau 1, je suis en niveau 2, ou je suis en niveau 3. Quand vous êtes sur un niveau, je vais prendre le niveau 2, vous cumulez les compétences du niveau 1 et du niveau 2, que ce soit pour les compétences passives, ici, ou pour les cartes d'aptitude, ici. Donc ça veut dire qu'en niveau 2, j'aurai le droit à cette carte-là, et ces 2 capacités passives ici. Alors les capacités passives, bon, elles sont toujours en effet tant qu'on est en forme d'animus. Les cartes compétences, une fois qu'on l'utilise, je ne peux pas la réutiliser avant la prochaine transformation en animus. Voilà, c'est un one-shot pour chacune des cartes. Mais parfois, ça vous donne des actions gratuites. En parlant des actions, donc tout à l'heure, on a vu que les cubes jaunes qui étaient ici nous servent à faire les actions. Vous voyez qu'en bas du plateau, hop, je vais retirer ça. En bas du plateau, j'ai 3 zones pour mettre les 3 actions, parce que dans un tour, j'ai le droit à 3 actions en principe. On va voir qu'il peut y avoir des choses qui vont les faire varier, mais de manière générale, on a toujours 3 actions. Donc on prend nos cubes, et dès qu'on fait une action, on place le cube dessus, deuxième action ici, troisième action ici. On sait qu'on a fait nos 3 actions pour le tour. Donc voilà à quoi ça sert cette indication ici. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On arrive presque à la fin, je vous rassure. Alors, vous allez avoir des cartes en petit format, qui vont être utiles. Ici, c'est pour le scénario The Beast at the Door, donc le premier scénario de la boîte. Vous avez 2 types de cartes. Hein. Beast Strike, qui est utilisé à la fin de chaque tour de la nuit, et des fragments de rêve qui permettent en fait d'aller dénicher la bête du premier scénario pour l'attaquer. Mais vous voyez, ça correspond aux cartes du premier scénario, et ce n'est utilisé que dans le premier scénario. Et ici, je vais avoir les cartes qui vont être pour le clown, et qui vont peut-être fonctionner différemment. Il y a aussi des fragments de rêve dans celui-là, mais je ne sais pas si c'est utilisé de la même façon. Ici, vous avez des cartes, alors vous voyez que c'est un style différent, même la façon dont c'est écrit. Là, c'est écrit en bleu, c'est coloré. Ici, c'est encore différent, le dos de la carte. Ici, vous avez ça, un petit seau à la cire. Voilà, ça, c'est les cartes qui sont prévues pour chaque scénario, et dont l'explication est indiquée dans le scénario. Mais par contre, vous avez aussi des cartes mini-format qui sont communes à plusieurs scénarios. Alors, pas tous. Les cartes écho. Alors, l'écho, c'est un... D'ailleurs, j'en ai un mélange de cartes, là. C'est une notion super intéressante et importante dans le jeu. C'est que c'est la répercussion de vos rêves de la nuit sur votre journée. Donc, chose très intéressante, parce que ça fait quand même partie du thème, à savoir que la nuit, vous faites des cauchemars, vous rêvez, et en fonction de ce que vous avez rêvé, ça va avoir un impact sur votre journée. Donc, on va avoir les échos qu'on récupère à chaque tour en début de journée, ça va correspondre à la répercussion. Donc, si je prends un écho, ici, par exemple, on a une petite histoire qui nous raconte ce qu'on a pu faire comme rêve. Donc là, il y a marqué... successivement avoir sauvé un amour dans le rêve de la nuit dernière, vous a laissé... J'ai pas dit successivement, c'est avec succès. Sauver avec succès un amour dans le rêve de la nuit dernière, vous allez laisser avec un sentiment de joie et de compassion, et vous avez ici un résultat en termes de gameplay qui est plus 2 social. Ça veut dire que votre animus ou votre anima, au choix, enfin pour les deux en tout cas, vont gagner plus 2 en social. Donc ça veut dire qu'ici, dans mon cas, j'aurai pas 3, mais 5. Donc ça peut être utile dans le tour de jeu. Sachant que ça, c'est valable pour une journée, donc pour un tour de jeu, et qu'au tour de jeu suivant, ma carte écho, elle va être remplacée par une nouvelle carte écho. Donc si j'en tire une nouvelle au tour suivant, ça va être celle-là.
Celle-là, ça se passe bien aussi, mais parce qu'elle donne plus 3 en social. Mais je peux très bien, parfois, ici c'est moins bien, c'est peu importe où vous alliez, ou dans quel coin vous avez essayé de vous cacher, quelqu'un y était en train de vous attendre, vous regardant avec dégoût. Vous vous levez en vous sentant vraiment inconfortable. Et là, vous avez -2 en social. Donc voilà l'impact. À chaque fois, vous avez un petit texte qui est super sympa à lire, parce que c'est différent sur toutes les cartes. Bon, les cartes, dans une partie, vous tournez quand même. Vous les faites toutes, je pense. Après, c'est réparti entre les personnages, donc d'une partie à l'autre, ça va changer. Mais voilà, vous avez une petite histoire de votre rêve et de son impact sur la journée. Donc parfois, ça peut être sur le combat, ça peut être sur le social, ça peut être sur la magie, ça peut vous faire perdre parfois une action. Et c'est jamais au moment où vous avez envie. Donc c'est vraiment vous subissez votre rêve de la nuit. Donc ça, vous l'avez dans toutes les parties, normalement. Ensuite, vous avez des artefacts. Les artefacts qui ne sont pas négligés. Vous avez le droit, chaque personnage a le droit à 2 artefacts. Et les artefacts vont vous donner des bonus sur vos... Donc les d'autres artefacts, c'est ça. Et vous avez aussi un texte pour vous dire ce que c'est, un nom, et un bonus en termes de gameplay. On peut en avoir 2 pour chaque personnage. Et on verra après comment on les récupère, c'est plutôt simple, c'est pas compliqué. Donc là, les cartes panique et celles-là sont liées à un scénario, hein, comme pour les premières cartes qu'on a vues. Et je pense que j'ai fait le tour des cartes qu'on avait, en tout cas dans la boîte de base. Parce que potentiellement, je vais vous faire voir la boîte de l'extension pour les scénarios solo. Et vu que là, on parle d'un scénario pour un personnage à chaque fois, bah donc j'ai un petit livret qui m'indique le setup et les composants nécessaires. Là, c'est pareil, on reprend hein, le fait d'avoir des fontes différentes pour chaque scénario. Ça indique les parties nécessaires et comment ça se joue, et les règles spécifiques. Et dans la boîte, je me retrouve avec des pions que je n'avais pas dans la boîte de base, des cartes, encore ici avec des dos bien particuliers, pour chaque scénario. Donc ils n'interviendront que dans un scénario, même les grandes cartes ou des ennemis, ici ça va intervenir que dans certains scénarios. Voilà, donc tout ça, à chaque fois, dès que vous avez des scénarios, vous allez avoir potentiellement un changement de matériel d'un scénario sur l'autre. Et c'est ce qui fait aussi un peu sa rejouabilité, je trouve que c'est sympa de ne pas se retrouver face à même si on a une mécanique centrale, principale qui va être identique, mais à chaque fois avoir des composants nouveaux, je trouve que ça donne un petit côté sympa au changement de scénario et à la partie. Alors, dans les faits, comment ça se passe? On a vu les composants. On va décrire, je pense, le tour de jeu. Alors, ce qu'il y a, c'est que le tour de jeu, il dépend en principe, il dépend même sûrement, du scénario que vous allez choisir. Donc, je vais prendre comme exemple le premier scénario de la boîte de base, qui est donc Beast at the Door. Donc, là, on nous indique les composants. Mais avant de vous attarder sur le scénario principal, donc sur le scénario, on a une mise en place qui va être commune normalement à tous les scénarios, quoique dans la boîte des scénarios solo, je crois que la mise en place ici elle est un peu différente. Donc vous voyez qu'on a ici des plans de ville, parce qu'en fonction du nombre de personnages qu'on aura, du nombre de joueurs, si on considère qu'il y a un personnage par joueur bien sûr, ben vous allez avoir une configuration différente. Ce sont des lignes de 4 tuiles, et on en met autant. Enfin là, ici, on en mettra 4, on en mettra 5 à 2 joueurs, on en mettra 6 avec 3 joueurs, et 7, si je ne dis pas de bêtises, avec 4 joueurs. Mais à chaque fois, vous avez un tableau de toute façon ici qui vous récapitule pour pour le décompte de chaque joueur, le nombre total de lieux, donc 13, 14 ou 15. Donc les lieux, c'est les endroits où il y a un nom et une action possible, le nombre de rues, et le nombre de rues avec un signe stop. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans l'équilibre du jeu, je suppose que c'est pour le cheminement du jeu. Vous avez des endroits où vous allez arrêter votre action de mouvement, même si vous restez à des points de mouvement. Donc on va faire une petite mise en place comme ça. Je vais considérer qu'on a 2 joueurs. J'ai vu que dans les scénarios solo, on pouvait mettre un petit peu moins. Enfin, on allait avoir un petit peu moins de tuiles.
Donc ici j'ai les tuiles lieux, et normalement ici j'ai les tuiles qui sont pas des lieux. Donc si je prends pour 2 joueurs, il faut que je mette 2 signes stop en tout. Donc là je vais prendre ces deux-là par exemple. Et je vais prendre un assortiment, je pourrais prendre celui-là aussi. Et je prends un assortiment de... Donc 5 rues. 1, 2, 3. Tac. 5. J'en ai pris 5, presque au hasard. Je sais pas si j'ai pris beaucoup de croisements, ce qui fait que ça peut rendre le jeu compliqué. Normalement, on les tire au hasard. Vous avez le dos de la tuile qui est comme ça. Et ensuite, pour les lieux, donc on en a 13, mais il faut les prendre sur les lieux du scénario. Donc ça veut dire que j'aille sur la carte du scénario, sur la partie du scénario où on m'indique la mise en place spécifique à mon scénario. Voilà. Les lieux requis, ils sont marqués ici. Donc j'ai le Boxing Gym, DCMA, HQ et ainsi de suite. Donc on les prend d'ici. Et on compose le plateau. Alors je vais le composer forcément, peut-être pas... Je vais voir si je le prends... Donc en fait on fait ça, on prend les lieux. Ces deux-là, ils y sont pas normalement. Et après les autres, ils y sont. J'ai fait le scénario il y a pas longtemps, donc je les connais à peu près tous. Donc on peut mélanger les tuiles. Donc effectivement, le setup d'une partie, c'est peut-être qu'il va vous prendre... Enfin, la partie, elle peut être longue. Mais ça vous prend le temps de le préparer. C'est un côté sympa, je trouve, de découvrir aussi la ville comme elle est faite. Sachant que, on a vu qu'il y avait 4 histoires personnelles que les joueurs vont se partager. Mais étant donné que les histoires personnelles sont en fait un cheminement entre différents lieux, vu qu'on va refaire un plateau différent à chaque partie, votre partie ne ressemblera pas du tout à la suivante, du fait de la disposition différente des lieux et de votre histoire personnelle. Donc là, je vais faire... Hop, on va faire au pif comme ça. Je sais pas si on les voit toutes. Alors normalement, il faut quand même que les lieux, donc les lieux sont là où il y a les images et les textes, puissent être accessibles. S'il y a un lieu qui n'est pas accessible, il faut intervertir les routes. Il faut qu'on puisse aller dans tous les lieux. Hop. Alors comment je sais que je vais dans un lieu? C'est très simple. Vous devez le voir d'ici. Sur chaque plateau, on a les flèches de direction. Ça veut dire que je peux aller d'ici, je peux aller ici parce que j'ai une flèche qui me l'indique. Ici, je peux aller ici, j'ai une flèche qui me l'indique. Ici, je peux pas y aller parce que là, c'est le bord. Je fais pas le tour de la ville comme ça. Ça change, hop. Donc celle-là, par exemple, bon, celle-là, elle sert pas à grand-chose. Quand c'est comme ça, généralement, ce que je fais, c'est que je change pour faire ça et ça. Alors, je suis pas obligé, hein. Je pourrais très bien laisser ça comme ça, mais ça veut dire qu'ici, cette route me sert à rien du tout, parce que je peux pas aller en haut, et venir ici me servira à rien, donc ça fait une case morte. Et ici, c'est pareil, j'avais ça comme ça, je crois, et donc ça veut dire que si c'est mort. Donc, quand j'ai un petit truc comme ça, je le change. Ça me laisse quand même des contraintes, parce que je peux pas aller ici monter directement, il faut que je fasse le tour. Et ça me paraît bien comme ça. Ici, je peux venir ici, mais je ne pourrais pas aller en haut directement. D'ailleurs, en haut, c'est une tuile qui me sert à rien. Donc voilà, j'ai mes lieux, et les routes, et comment je peux circuler là. Donc, un tour de jeu. Un tour de jeu, alors, vous avez des petites fiches de résumé qui sont très bien faites pour ça. Vous avez donc la phase de jour. On va faire la phase de jour, ensuite la phase de nuit, et après on vient une phase de jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à perdre ou gagner le scénario. Donc la phase de jour, comment ça se passe?
Admettons qu'on ait nos animus de sortie. On récupère son animus et on remet son anima sur le plateau. Donc je le rappelle, l'animus c'est la figurine, c'est notre personnage un peu héroïque ou un peu en forme de rêve. Et notre anima c'est notre personnage réel. Donc c'est le Stendy. Donc là, au début de la journée, on le récupère. Si jamais on était couché au sol parce qu'on avait récupéré un point de doute, parce qu'on avait perdu nos points de vie en tant qu'anima, à ce moment-là, on redresserait notre Stendy de personnage. Ensuite, on a l'écho. On récupère, on remplace notre carte écho du tour précédent, si c'est pas le premier tour, et on pioche une nouvelle carte écho. Et on applique un effet immédiat si c'est le cas, ou sinon on la garde tout le long de la journée, jusqu'à la journée suivante. Ensuite, conviction et nightmare. Donc là, à ce moment-là, on va sur notre fiche de personnage. Enfin, je vais la faire au fur et à mesure. Sur notre fiche de personnage, on va gagner une conviction. Je sais pas si je suis en dessous de la carte. On va gagner sur la fiche de personnage une conviction et un cauchemar. Ensuite, on décide de l'ordre d'action. Donc s'il y a plusieurs personnages, on leur affecte un ordre. Les joueurs se mettent d'accord ensemble, ou nous-mêmes nous mettons d'accord avec nous-mêmes, pour savoir qui est-ce qui agit en premier, qui est-ce qui agit en deuxième et en troisième, et ainsi de suite. Et bon, ça n'a pas une grosse importance, mais ça peut en avoir dans certaines configurations. Alors, puis à plusieurs, c'est quand même utile de savoir qui joue après qui. Donc on se met d'accord, on définit l'ordre, et on se tient à l'ordre qu'on a décidé. Et ensuite, on fait les actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Alors, je vais mettre un bonhomme sur place. Je vais prendre une figurine. Ou un Stendy. Je vais prendre un Stendy. Qu'est-ce que je trouve? Un Stendy. Ça représente ce joueur-là. Ah, il est là. Et du coup, mon alter ego, c'est le flic avec le fantôme dessus. Voilà. Alors, au début de la partie, le personnage se situera sur sa première carte de Personal Reflection, donc l'histoire personnelle. Donc si j'en prends une, je l'ai pas pris ici, j'en ai pris aucune, tant pis. Oh, c'est pas grave. Admettons, je vais le placer un peu au hasard. Admettons qu'il commence chez McAllister Investigation. Ici, j'ai ma figurine d'Animus, qui n'est pas encore en jeu. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme action dans la phase de jour? Je peux me déplacer. Donc sur la fiche de personnage, en fonction qu'on est en anima ou en animus, on a une capacité de mouvement. À ce moment-là, je peux me déplacer d'autant de quartiers qui sont indiqués. Donc si j'ai un move 2, je peux faire 1, 2, ou je peux faire 1, 2, toujours en orthogonale, 1, 2, ici je peux pas y aller évidemment. Alors, je peux me déplacer comme ça. À chaque fois que je fais ça, je pense à mettre un petit cube jaune sur ma fiche de personnage. Hop, parce que j'ai fait un mouvement. Je peux très bien répéter mon action 3 fois. Je peux très bien faire encore 2 autres actions, faire 1, 2 et 1, 2. Attention, on voit que j'ai un move 3 quand je suis en animus. Je peux être tenté, quand je suis dans cette situation-là, de me transformer en animus pour aller plus vite quand je me déplace. En plus, ça me donnera une meilleure capacité en combat au cas où. Donc je peux très bien dire, et c'est gratuit, je peux très bien dire, bah, je me transforme en... je fais apparaître mon animus, et je joue en tant qu'animus. Donc ça, c'est aussi une action possible, mais c'est une action gratuite, le transformer. Donc on va la voir après. Et vous voyez que ça me permettrait d'avoir plus en déplacement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme action? On a la réflexion. Alors, la réflexion, en fait, c'est l'action qui consiste à réaliser une des cartes d'histoire personnelle, comme on a vu tout à l'heure. On réalise ce qu'il y a sur la carte. Parfois, c'est seulement un texte qu'on lit, et on va arriver sur un nouvel endroit à la fin. Je vais en prendre, ce sera plus parlant. Ou parfois, il y aura même un test à faire ou un combat à réaliser.
Donc voilà, ici, normalement, mon point de départ. Donc le point de départ, là où il est marqué Start, c'était marqué que je commençais au parc. Donc j'aurais dû commencer ici. Et bah, j'ai toute l'histoire, hein, et on me dit que la suite, ça va à Downtown. Et Downtown, c'est, est-ce que c'est très loin ou pas? C'est juste ici. Donc là, j'aurais pu très bien faire 1, 2. Donc 1, 2, c'est ma première action. Et je pourrais faire l'action Reflect, qui est en fait de, bah, qu'est-ce que je fais quand j'arrive à Downtown. Donc je prends la carte Downtown de mon histoire personnelle, je la retourne et je la lis. Donc j'ai encore une histoire, et on me dit que la suite, ah d'ailleurs c'est marrant, que la suite se passe aussi, alors par contre j'ai pas pris dans le bon ordre, je pense, voilà. J'ai 2 cartes Downtown, j'aurais dû prendre celle-là, je pense, ou peu importe. Et si je vais encore à Downtown, j'ai cette carte-là. Normalement, elles sont dans l'ordre, il y a des numéros, et j'aurais dû prendre celle-là en premier. Donc ici, sur celle-là, on me précisait qu'on était à travers Downtown, et qu'il y avait une ombre, enfin, il se passe quelque chose, et une ombre apparaît. Donc je faisais apparaître une ombre ici en tirant au hasard dans le sac. Elle ne bougera pas, et moi non plus je ne pourrais pas bouger. Et par contre, la carte ici, on n'avancera pas dedans, il y a un petit signe stop, tant que l'ombre est toujours là et qu'on ne l'a pas détruite. Et une fois que je l'aurai détruite, je pourrai continuer le texte. Ce texte à la fin me dit que j'irai au boxing gym pour faire la suite de mon histoire. Donc ça, c'est l'action de Reflect qu'on peut faire une fois par tour uniquement. Je ne peux pas la faire plusieurs fois, celle-là. Comme autre action, on a piocher un artefact. Donc là, piocher un artefact, c'est n'importe où. Vous dépensez une action et vous allez piocher un artefact dans le tas des cartes artefacts. Vous avez le droit à 2 artefacts maximum. Si vous en piochez un troisième, vous en défaussez un. Alors, Channel, c'est de passer en Animus. Donc on peut dépenser jusqu'à 3 convictions pour transformer notre anima en Animus. Donc là, ici, par exemple, j'en ai qu'un. Quand je dépense une conviction, je la transforme en cauchemar. Quand je sacrifie une conviction, c'est 2 termes différents, c'est pour ça que j'insiste, ils sont importants. Dépenser, ça se transforme en cauchemar. Sacrifier une conviction, on la défausse, mais ça ne se transforme pas en cauchemar. Donc là, si je dépense une conviction pour mettre l'animus, je remplace mon standy par la figurine, parce que cette fois-ci c'est mon animus. J'indique quel niveau j'ai pris, donc là j'ai pris un seul niveau 1, enfin un seul niveau parce que je dépensais qu'un seul point de conviction. Si je voulais faire le niveau 2, il aurait fallu que je dépense 2 points de conviction et que ça se transforme en 2 points de cauchemar. Et là j'ai fait l'action de channel. Mais c'est une action gratuite, donc je dépense pas de cube pour ça. Hein. This is always a free action. On a l'action de repos aussi. L'action de repos, donc par contre là ça me coûte une action, ça me permet soit d'ajouter une conviction, soit de retirer un cauchemar. Vous allez voir qu'on fait souvent retirer un cauchemar, parce que dans la phase de nuit, on va devoir tester le niveau de cauchemar. Et comme autre action, j'ai l'action du lieu. Donc ici, je suis à Downtown, j'ai une action qui est disponible ici sur ma case. Donc la case ici me dit, en faisant un sacrifice, donc c'est bien un sacrifice mais pas une dépense, hein, donc ça ne se transforme pas en cauchemar, en sacrifiant une conviction, je fais un test social de niveau 4, si je le réussis, je gagne 3 convictions. Donc ça veut dire que si on était dans cette configuration-là, je ne suis pas transformé en animus, je dépense une action, je sacrifie, donc je l'enlève, je ne le transforme pas en cauchemar, je sacrifie une conviction, et je fais un test social. Test social, je lance un dé bleu, un dé rouge. Ah, là j'ai fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Mon niveau social est à 3, donc 3 moins 1, ça fait que 2. Et vu qu'on me demandait un test social de niveau 4, je rate mon test. Donc je ne gagne pas les 3 convictions. Donc j'en ai sacrifié une pour rien. Mais voilà, ça c'est un exemple d'action qu'on a sur le lieu. On a d'autres lieux qui donnent une capacité passive quand on démarre sur la zone, ou quand on est dessus avec un ennemi, et ainsi de suite. Donc parfois, c'est pas des actions à dépenser sur le lieu.
Et ensuite, Other Action, donc on a aussi des actions qui sont soit sur les cartes d'Animus, sur les cartes de compétences, tous les endroits où il est marqué pour une action, où il n'est pas marqué pour une action gratuite par exemple, mais pour une action, c'est qu'on dépense un cube d'action pour le faire. Donc ça peut être dans le scénario, ça peut être sur les cartes, ça peut être dans différents endroits, autres que sur le plateau. Donc ça, c'est toutes les actions que je peux faire. Ce qui est déjà pas mal, hein, quand on multiplie les personnages, on a pas mal d'actions possibles. Une fois que les personnages ont dépensé leurs actions, on passe à la phase de nuit. La phase de nuit, elle se déroule en 4 étapes. Les ennemis agissent, donc toutes les ombres et les rivers et l'ennemi principal sur le plateau se déplacent et essayent d'attaquer le personnage le plus proche, et en cas d'égalité, celui qui a le plus de cauchemars, de points cauchemars sur lui. Donc là, au niveau de l'IA, c'est pas compliqué, c'est même très simple. En cas d'égalité, on choisit. Donc c'est tous les ennemis sauf le Némésis. Hein. Le Némésis se déplace autrement. Et on fait dans l'ordre de celui qui a la valeur de combat la plus faible. Raise Tent, donc là on va augmenter la corruption. Alors la corruption, on l'augmente sur les lieux où il y avait de la corruption en début de partie. Donc dans le scénario, par exemple Beast at the Door, vous avez 3 zones, 3 lieux, High School, Park et Warehouse, où on aura mis de la corruption. C'est ces 3 lieux-là qui vont prendre de la corruption à chaque phase de nuit. Si jamais il y avait 5 marqueurs de corruption déjà placés, donc 5 cubes noirs, on en enlève 4 et on place une ombre sur ce lieu. L'ombre, si jamais il y a un personnage sur le lieu, elle l'attaque tout de suite, sinon elle se déplace et elle attaque aussi immédiatement. Donc dès qu'on fait apparaître une ombre, celle-ci se déplace et attaque immédiatement. Ensuite, Nightmare Test. Donc chaque personnage va vérifier son niveau, donc je vais amener ça ici, va vérifier son niveau de cauchemar. Comment ça se passe ? C'est très simple, on lance un D6, hop. Si on fait plus que le nombre de points de cauchemar, il ne se passe rien. Si on fait le nombre égal de points ou moins, à ce moment-là, on fait apparaître une ombre. Et l'ombre est modifiée, la force de l'ombre est modifiée par les points de cauchemar que l'on a. Donc si je tire une ombre, si par exemple je ratais mon test, si j'avais fait 2, ou si j'avais fait 1, ça marche aussi, je fais apparaître une ombre que je tire au hasard. Celle-ci a une force de base de 3, mais vu que j'avais 2 points de cauchemar, je l'augmente de 2. 1, 2, et elle passe à 5. Et vu que c'est un cauchemar, ça arrive normalement sur la zone où je me trouve, je mettrai un petit standise, elle m'attaque immédiatement. À ce moment-là, on fait un jet de combat pour se défendre. C'est-à-dire que si je réussis mon jet de combat, je ne prends pas de dégâts, mais je ne lui fais pas de dégâts non plus. Et si je rate le jet de combat, je prends le nombre de dégâts qui sont marqués ici. Alors là-dessus, il y a une petite différence. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit qu'on... Dans les actions des personnages, j'ai oublié de dire qu'on pouvait attaquer. Mais je vais en parler maintenant. On peut attaquer avec notre compétence de combat. Le combat est déjà... L'affectation des dégâts est différente quand c'est une ombre qui nous attaque et quand c'est nous qui attaquons. Quand l'ombre attaque, elle fait le nombre de points de dégâts qui sont marqués ici. À partir du moment où elle réussisse le test. Quand nous on attaque, si on passe au-delà de la valeur de combat de l'ombre, ou d'un ennemi d'ailleurs, on lui fait donc le nombre de dégâts qui sont marqués sur notre fiche de personnage. Lui par exemple il en fait 2, sous cette forme-là, il en fait 2 aussi en Animus. Et en plus on rajoute un dégât pour chaque succès, enfin pour chaque point au-delà du score qu'on devait faire. Donc si par exemple sur lui qui avait un niveau de combat de 5, je fais 6, je lui fais 2 points de dégâts plus 1. Donc ça ferait 3 dégâts. Donc 3 dégâts, ça veut dire qu'il reculerait de 1, 2, 3, il arriverait à 2 en force. Mais il serait toujours là. Je pourrais refaire une attaque éventuellement. Donc ça c'était pour l'action de combat et l'action de combat des ombres. Là on a vu le Nightmare Test. Et Night Phase Action, là c'est très simple, on va regarder souvent dans le scénario, parce que dans la phase de nuit, les actions de la phase de nuit, ça va être dicté par le scénario. Donc là ici, pour la bête, il y a des cartes. On a des cartes où il y a marqué The Beast Strike, la bête attaque. On retourne une carte et on la résout.
Et dans ce scénario-là, les cartes que l'on va retourner, parfois ça fera des choses sur le plateau, et parfois ça se mettra à côté de la carte de la bête, et ça va augmenter ses capacités pour le combat final. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé la phase de nuit, eh ben, on revient à une phase de jour, comme on a vu au départ. D'ailleurs, je ne sais plus ce que j'en ai foutu. Ah si, elle est là. Et donc, ceux qui étaient en Animus reviennent en Anima, et ainsi de suite, et on recommence notre phase de jour. Et c'est comme ça que se déroulent tous les tours de jeu dans A Shared Dream. Alors, moi, je le trouve pas compliqué. À la lecture des règles, c'est un peu fouillis, parce que je vais vous faire voir d'ailleurs le livre de règles. Donc le setup, on comprend comment ça se passe, hein. On a le setup générique, on a le setup du scénario. C'est pas trop compliqué. Les histoires personnelles, c'est facile à comprendre. Par contre, après, donc le setup, il est ici. Jusqu'au setup, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Quand on a compris qu'il y avait des scénarios différents, qu'il y avait des composants liés au scénario, il n'y a pas de souci. Après, on a l'ordre du jour, les actions qui sont ici, la phase de nuit qui est ici, comment est-ce qu'on place la corruption. Et hop, d'un coup, on passe sur sur la fiche de personnage Anima Animus, alors que ça aurait pu être vu avant. Et là, on arrive sur qu'est-ce que c'est que la conviction, qu'est-ce que c'est que le sacrifice ou la dépense. Alors, c'est peut-être des notions qu'il aurait fallu voir avant. Et comment est-ce qu'on fait la transformation d'Animus, alors qu'on a déjà vu le tour de jeu, c'est pareil. Comment est-ce qu'on fait un test, comment est-ce qu'on fait le combat. Et là, vous voyez, on a un gros titre, et puis après, des petits chapitres comme ça. Donc, ça ressort pas beaucoup, en fait. C'est plus que on a l'impression que c'est un peu mis en tas, et que voilà, il y a tout qui est à la suite après. Ici, on parle des ennemis, on parle de différentes notions, c'est presque des mots-clés, et qu'est-ce que ça veut dire. Autres règles, voilà, c'est parce qu'ils ne savaient pas les ranger, donc ils ont mis dans autres règles. Pourtant, il y a écho, artefact, des choses qu'on aurait pu voir en même temps que le détail du tour de jeu, par exemple. Voilà. C'est la seule chose, c'est que voilà, au début, mais vous voyez qu'il n'y a pas... Regardez, il y a 1, 2, 3... Allez, tout à l'heure, on peut regarder, 4, 5... Il y a 5 pages de règles, là, en plus du setup. C'est pas énorme. Donc même quand on doit y revenir, on lit pas tout un livre. Mais ça aurait pu être mieux fait. Ouais. Et encore, c'est la deuxième version. Hein. C'est la deuxième version. Donc après, évidemment, il faut toujours avoir un peu la page du scénario, pas loin quand même. Surtout pour la phase de nuit. Normalement, après la mise en place, on y revient moins, sauf pour la phase de nuit ou des règles spéciales sur le jeu. Donc c'était la présentation des règles principales du jeu, sachant qu'évidemment elles évoluent avec le scénario. Je vais m'arrêter là. Le jeu est très bien. Il peut être rapide ou long en fonction des histoires personnelles des personnages et des lieux et comment se situent les lieux. Parce que si vous avez une aventure où vos lieux de scénario sont plutôt regroupés, ça va être facile de déclencher et d'aller jusqu'au bout de votre histoire personnelle, qui est souvent une condition pour pouvoir attaquer le monstre à la fin. En tout cas, dans le premier scénario, c'est le cas. Mais si c'est des allers-retours à faire entre chaque carte, vous allez perdre plus de temps. Surtout si votre personnage n'est pas rapide. Donc voilà, ça peut rallonger du temps, sachant que quand vous allez faire des actions, vous aurez des bâtons dans les roues à cause des tests de cauchemar, souvent. Si vous les ratez, si vous laissez trop de cauchemars et que vous faites des tests où vous faites souvent 4, 5, 6, ou 3, 4, 5, 6 et vous avez 3 en cauchemar souvent, ça peut vous faire arriver des ombres et vous ralentir encore un petit peu plus. Donc on peut avoir une durée de partie qui peut se rallonger uniquement du fait de la configuration. Et parfois ça peut être plus rapide. Donc voilà, c'est pas un point négatif, mais c'est à savoir. On pourrait très bien traîner une partie en longueur à cause de la disposition du jeu et de l'aventure personnelle. Maintenant, je trouve que le jeu est super sympa parce que le tour de jeu est pas compliqué. Les actions sont quand même pas trop nombreuses, mais suffisantes pour faire pas mal de choses. Et on se pose des questions sur les priorités, à savoir est-ce qu'on va essayer de retirer de la corruption quand on peut. Il y a des endroits pour le faire. C'est pas soit des capacités spéciales, soit prendre des artefacts. Est-ce qu'on élimine les ombres ou est-ce qu'on fonce sur le lieu suivant pour terminer notre histoire personnelle? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on contrôle le niveau de cauchemar? Donc est-ce qu'on se repose? Voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent dans cette partie et qui sont bien agréables et qui sont systématiquement thématiques aussi.
Parce que même dans les histoires personnelles, il y a parfois, il y a une des histoires où il y a quelqu'un qui sort, le joueur qui est le plus proche de la boutique de vaudou, il y a quelqu'un qui vous amène une tête, et c'est une tête qui nous permet d'influencer sur le scénario, en fait, sur les cartes du Némésis, enfin, du Némésis, de l'ennemi. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de matière dans le jeu. Au niveau des composants, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est correct. Ça ressemble énormément aux jeux vidéo qui sont de ce style-là, dans Persona, par exemple, les premiers en tout cas, où on a une sorte de ville, on va d'un endroit à l'autre. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Et puis, chaque personnage a vraiment des capacités bien différentes, pour faire des actions vraiment différentes. Lui, il a quoi comme faculté spéciale? Euh, Voilà, chaque ennemi, chaque cible qui reçoit des dégâts du détective fantôme, c'est lui, reçoit aussi -2 au combat et à la magie pour le reste du tour. Donc ça peut être bien s'il y a d'autres personnages qui attaquent après lui. D'où l'importance de l'ordre. Au rang 2, on peut faire un reflect comme une action, mais on est toujours limité à un seul, donc ça veut dire faire une action de faire avancer son histoire personnelle, mais là en tant qu'action gratuite. Donc c'est pas mal. Ça vous évite de dépenser une action pour le faire, ça permet de faire des attaques en plus éventuellement, ou de récupérer des artefacts, bref. Plus de possibilités. Et là, carrément au niveau 3, on n'est plus une cible valide pour les mouvements ennemis, les attaques et les capacités spéciales des Némésis. Ah non, et les capacités spéciales. Par contre, les Némésis, donc les monstres, sont immunisés contre ça. Et ça, c'est lui, et si on prend le personnage, c'est complètement différent. Alors, je vais prendre Psyblade. Au rang 1, à chaque fois qu'on élimine un ennemi, on peut se déplacer sur un lieu adjacent. Au rang 2, on réduit les dégâts de toutes les sources de 1. Et tous les ennemis qui nous attaquent prennent 1 dégât après leur attaque. Et au niveau 3, on gagne +1 en combat pour chaque attaque qui est faite dans la phase de jour. Donc voilà, rien à voir avec le premier. Et voilà, on avait pas mal de personnages pour le faire. Donc, une grosse rejouabilité, que ce soit par les scénarios, par les dispositions du plateau, par les personnages aussi. Donc ça en fait un jeu quand même relativement sympa en coop, et même en solo. En solo, à gérer à 2 personnages, ça va, 3 ça ira aussi, hein, c'est pas compliqué. Tout est sur la fiche de personnage, on récupère les cartes qu'on a en plus, les cartes artefacts et écho, et les petits tokens, et c'est tout. Donc ça prend pas trop de place non plus. Vous voyez, là on a une disposition pour 2 joueurs, 3 joueurs, je crois que ce serait une rangée en plus. C'est pas compliqué. Et du coup, la partie que je vais vous faire sur la chaîne, ce sera un des scénarios de cette boîte-là, donc la Crux Collection. J'ai 3 autres extensions, une avec un gros monstre, et les 2 autres, je crois qu'il y a, c'est pareil, c'est des variations du thème un petit peu, avec différents sujets de scénario. Et là, je vais prendre un scénario et on le jouera. Donc c'est une histoire pour un personnage. Donc ça permet de voir les règles, puis les règles de base du jeu, on les conserve, on y ajoute les règles d'un scénario, et c'est parti ensuite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!